Imaginez deux géants d'acier qui se rencontrent là où ils n'auraient jamais dû. Le Bismarck de l'Allemagne, la terreur de l'Atlantique pour l'Europe, le Yamato du Japon, le navire de guerre le plus lourd à avoir jamais pris la mer. Ils ne se sont jamais affrontés. Mais si le destin les avait réunis sur un océan noir, qui s'en sortirait? Qui disparaîtrait sous les vagues? Nous sommes en 1941. Le monde brûle. Le Bismarck vient de couler le croiseur de bataille britannique Hood et file vers la sécurité. Mais dans cette chronologie, il ne met pas le cap sur la France. Une tempête disperse la Royal Navy et le Bismarck s'échappe vers le sud, par l'Atlantique, en contournant le cap jusqu'à l'océan Indien. L'Allemagne affirme disposer d'une base secrète à Madagascar. Le Japon accueille son allié, au début. Mais la coopération devient rivalité. Tokyo voit les victoires de l'Allemagne dans l'Atlantique comme de l'arrogance. Berlin se moque de la marine japonaise pour avoir perdu des navires en Chine. Les deux empires mènent la même guerre. Mais chacun rêve de la diriger. Au début de 1942, la tension explose. Un convoi de pétroliers à destination de l'Allemagne est saisi par une escadre de croiseurs japonais près du détroit de la Sonde. Berlin exige leur libération. Tokyo refuse. Le Reich envoie sa fierté. Le cuirassé Bismarck. Pour imposer sa demande, le Japon répond avec son propre symbole, le Yamato. Deux alliés. Une insulte de trop. Le lieu de la rencontre. La haute mer au sud de Java. Le matin se lève, calme et doré. L'océan scintille comme du verre. Par l'est, le Yamato avance. 72 000 tonnes, 9 canons de 18 pouces. Par l'ouest, le Bismarck, 50 000 tonnes, 8 canons de 15 pouces, élancé et rapide. Il se rapproche jusqu'à 20 miles. Pas de coup de semonce, rien que le silence. Puis, le tonnerre. Le Yamato tire le premier. Ses obus de 18 pouces pèsent 3200 livres. Il parcourt plus de 26 miles. Le son roule sur l'eau comme des tremblements de terre lointains. D'énormes geysers s'élèvent autour du Bismarck. Les obus manquent à quelques secondes près. Le Bismarck répond. 8 canons de 15 pouces parlent à l'unisson. Chaque obus pèse 1700 livres. Ces calculateurs de conduite de tir, primitifs mais rapides. Ils suivent la distance du Yamato avec précision. La première salve tombe courte. La seconde encadre le géant japonais. Les équipages se battent comme on les a formés. Disciplinés, calmes, assourdis par le tonnerre. Le blindage du Yamato encaisse les premiers coups sans broncher. Les plaques de la ceinture cuirassée font 16 pouces d'épaisseur. La coque du Bismarck tremble sous des explosions proches qui la soulèvent hors de l'eau. L'embrun retombe en pluie sur ses ponts. La distance tombe à 18 000, puis à 15. Le blindage supérieur du Yamato et ses canons plus lourds commencent à se faire sentir. Un obus fracasse la superstructure avant du Bismarck. Il éventre la passerelle. Un autre traverse sa batterie secondaire et déclenche des incendies. Le Bismarck vire brusquement sur tribord. Il pose un écran de fumée. Son commandant ordonne un tir continu pour maintenir le Yamato sous pression. Le tir allemand, plus rapide et plus précis, place 2 coups au but sur les ponts supérieurs du Yamato. Un obus transperce son mât-pagode et détruit les télémètres de sa tour avant. Un bref instant, le plus grand cuirassé du monde combat à demi aveugle. Le Yamato se reprend. Ses énormes tourelles rechargent lentement. Chaque obus est hissé par des grues de la taille de camion. Elle tire de nouveau. Une bordée complète. Un impact près de la poupe du Bismarck fissure les plaques de blindage. L'eau s'engouffre. Les équipes allemandes de lutte contre avaries se précipitent sous le pont. Elles pompent et colmatent. Elles le maintiennent en vie. À présent, la fumée s'échappe des deux navires. Elle dérive sur la mer plate. À 12 miles, le combat devient brutal. Les obus s'écrasent comme des météorites. Le radar de conduite de tir du Bismarck, rudimentaire et peu fiable, vacille puis s'éteint sous l'onde de choc.
Il ne s'en remet plus qu'à l'optique. Pourtant, ces canonniers comptent parmi les meilleurs du monde. Chaque salve se rapproche de la passerelle du Yamato. Un coup chanceux fait exploser des munitions prêtes au tir. Il déclenche des incendies, qui courent le long du pont. Mais le Yamato est une forteresse. Son blindage encaisse les coups. Ses compartiments sont étanches et vastes. Même endommagé, il tire encore et encore. Son recul le pousse de côté dans l'eau. Un obus tombe en plein sur la tourelle avant du Bismarck. Il arrache le blindage comme du papier. L'explosion tue tout le monde à l'intérieur. Les minutes semblent des heures. Chaque navire échange des coups capables de raser une ville. À 8 miles, les canonniers voient les éclairs des canons adverses à travers la fumée et les flammes. L'océan boute autour d'eux. Puis enfin, la chance du Bismarck s'épuise. 2 obus frappent coup sur coup. L'un traverse sa section médiane. L'autre frappe sous la ligne de flottaison. Sa vitesse baisse. Les voies d'eau se propagent. Les tourelles se grippent. Pourtant, elles ripostent. Sa dernière salve place un coup de plus sur la poupe de Yamato. Elle pulvérise le pont de catapulte. Yamato vacille mais reste à flot. Bismarck commence à gîter. Son capitaine donne l'ordre de s'aborder. L'équipage ouvre les vannes de mer. Les incendies courent le long de la coque. Le fier cuirassé allemand se couche sur bâbord et glisse sous la surface. Pavillon encore au vent. Yamato dérive seule au milieu des débris. Elle est balafrée. Elle saigne du mazout. 2 tourelles sont détruites. Des centaines de membres de son équipage sont morts. Mais elle reste à flot. La mer, calme et bleue au début de la bataille, brûle maintenant. Orange d'huile et de feu. Un instant, le silence revient. Ne reste que le vent et la pluie. Qui a vraiment gagné ce jour-là? Yamato a survécu, mais de justesse. Son blindage s'est révélé suprême. Ses canons étaient sans égal. Pourtant, Bismarck, dépassé en puissance de feu et en tonnage, a frappé. Encore et encore, avec une précision mortelle. Elle est morte en se battant jusqu'au dernier obus. Pas de victoire là-dedans, seulement une tragédie. Au bout du compte, les 2 navires ont été condamnés par la même chose, l'orgueil. Chacun construit comme symbole de puissance d'une nation, chacun emporté par une guerre qui les a dépassés. Le ciel appartenait désormais aux avions. Le radar, les sous-marins et les porte-avions régnaient sur les océans. L'ère du cuirassé touchait à sa fin. L'acier, fumée, silence. C'est ainsi que les légendes rencontrent leur destin. Abonnez-vous pour d'autres récits de la Seconde Guerre mondiale.